bienvenue donc dans ce talk dans le cadre d'Art Paris et du secteur French Design Art Edition, donc de ce secteur design qui a pris sa place pour la deuxième année dans le cadre d'un salon d'art contemporain. Et donc ce talk va être centré sur effectivement cette présence un peu inattendue peut-être du design au cœur d'une foire d'art contemporain et de l'intérêt nouveau des collectionneurs pour le design. Donc c'est ce talk qu'on a intitulé collectionneurs d'art de vivre parce que effectivement on s'adresse aux collectionneurs et le design c'est aussi un art de vivre, une façon un petit peu différente de considérer l'art. Et j'ai avec moi 4 personnes qui se battent avec leur casque actuellement, mais vous n'êtes pas forcé de le mettre. Non, mais c'est pour mieux entendre. Voilà. Voilà, donc 4 personnalités du monde du design. Bruno Moinard, donc un architecte d'intérieur. On va tout de suite parler de son travail, mais que tout le monde connaît pour avoir réalisé autant de projets de par le monde, et qui est notre doyen ici, puisqu'il vient tout juste de fêter ses 70 ans. Bon anniversaire, Bruno. Voilà. C'est pas vrai. C'est vrai. Tu peux reformer. 70. Moi 55. Ah bah alors, ça c'est encore plus. Bon bah voilà. On fera des coupures. Donc on a voilà, 2 vétérans du design parmi nous. Et puis des jeunes quand même. Emma Donnersberg, donc, qui est architecte d'intérieur, qui a travaillé beaucoup aux États-Unis et ouvert tout récemment sa galerie à Paris. Et donc il nous a rejoint sur le secteur. Alors du coup, notre doyen, Lionel Sauvage, grand collectionneur d'art et collectionneur de design aussi, et intéressé au design, et qui vient de reprendre la direction des arts décoratifs, donc ce musée fameux qui regroupe aussi la bibliothèque, le musée Nissim de Camondo, l'école Camondo, voilà. Donc toute une galaxie autour du design née des arts décoratifs, avec une collection extraordinaire. Et puis, évidemment, la nouvelle représentante du studio André Putman, Aurélie Laure, qui a effectivement participé à ce studio et lui redonne un nouvel élan. Et on va en parler tout à l'heure. Donc, peut-être pour commencer tout de suite dans cette relation aux collectionneurs, Bruno, toi qui as donc beaucoup de collectionneurs, une relation avec beaucoup de clients et qui a démarré ta propre collection en fait de mobilier pour ces amateurs, pour tes clients, comment est-ce que se passe cette relation aux collectionneurs? Est-ce qu'ils viennent vers toi un peu dans ce même esprit de collectionneur? Parce que le mobilier a toujours cette double casquette de la fonction et puis l'art, évidemment. Oui, donc effectivement, c'est une grande expérience, c'est un grand parcours, c'est un long parcours. Et effectivement, j'ai commencé par l'architecture intérieure, mais tout en étant designer ou ensemblier ou créateur de mobilier, et surtout en travaillant avec des métiers d'art, en travaillant avec les savoir-faire. Alors c'est vrai que j'ai créé Alors j'ai une longue expérience, on va passer là-dessus, puis on passera là-dessus après. C'est que, vu mon âge, j'ai quand même rencontré André Putman à 23 ans, et j'ai commencé à travailler avec elle pendant 16 ans. Et simplement pour te passer la parole après, donc j'ai travaillé sur des projets d'architecture, et très vite on a fait de l'édition. Et donc j'ai été baigné pendant toutes ces années entre l'architecture et l'édition de mobilier, ce qui était la réédition de mobilier avec toutes les pièces qu'on peut connaître d'André Putman. De là, je suis parti en 96 et j'ai monté mon propre bureau, mais je ne savais pas vraiment si j'allais faire un autre métier, parce que c'est un métier quand même extrêmement dur. Et j'ai monté mon propre bureau d'architecture. Et de ce propre bureau d'architecture, je me suis rendu compte qu'il fallait monter
effectivement une agence, une voie parallèle pour créer du mobilier lié au projet ou pas au projet, mais donnant une histoire, une pérennité, un parcours. Et effectivement, on arrive là à un travail très artisanal, mais qui se déploie, sont à la fois des pièces uniques et des pièces de petite série, et qui sont faites pourquoi ? Pour montrer aux clients et les mettre dans un espace. Parce que quand vous faites des projets et que vous travaillez sur les projets, vous avez beau faire des croquis, des 3D, on a besoin de réel. Donc j'ai créé cette société pour avoir une galerie, de manière à mettre mes clients dans un espace et travailler autour de ce mobilier qui devient mobilier de collection, qui devient mobilier dessiné et fait spécialement pour des clients. Donc c'est de la haute couture, on n'est pas dans le prêt-à-porter, on est vraiment dans la qualité de finition qui peut correspondre. On parle d'âge, mais on peut parler de poids aussi de certaines personnes. Et il m'est arrivé de faire des sièges, le même canapé, pour une dame qui pesait 30 kilos et un monsieur qui en pesait 150. Et tous les soirs, ils étaient assis l'un à côté de l'autre. Il fallait qu'ils soient assis à la même hauteur. Donc, j'en ai plein comme ça à vous raconter. Mais ce sont des histoires vraies, mais on ne peut les faire qu'en volume. Ce n'est pas en dessin qu'on les fait. Donc, c'est du prototypage et on avance comme ceci. Et le fait de faire des meubles et de travailler avec des corps d'état, des bronziers, des gens qui façonnent le cuir, des tapissiers, parce que j'ai à peu près 3 ou 4 métiers par mobilier, fait que le meuble devient unique, même s'il est dans une série de 20, parce que parfois il y a le petit défaut de la main de l'homme qui fait que ça apporte de la qualité, il y a le hasard du bois, il y a tout un tas de choses comme ça. Et là, on entre dans une collection cohérente et en plus faite spécialement pour une clientèle qui est venue vous chercher. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire court pour le parcours. On en reparlera après. Lionel, toi voilà. qui es un vrai collectionneur, est-ce que ça te choque ce rapport entre l'art et la fonction, justement ? Non, pas du tout. Je pense que, au contraire, bien au contraire, je trouve que c'est excessivement important de vivre dans ces collections. Parce que quoi que ce soit de la peinture sur les murs, de la sculpture, du mobilier, finalement, on vit dans ces collections. Et je crois que c'est ça la force du design, c'est de créer des objets avec lesquels on vit véritablement. Dont on a un usage. Donc, moi, je suis au contraire très partisan de comme on dit au musée des arts décoratifs, le beau dans l'utile. Voilà, c'est le beau dans l'utile. Et c'est presque triste C'est presque triste de s'isoler de ces collections. Je vois parfois des collectionneurs qui, sur des tableaux par exemple, mettent des vitres pour les protéger. Oui, c'est vrai, on les protège, mais on ne vit plus avec ces collections. Il faut vivre avec ces collections, je crois. Vivre avec son mobilier, Emma, c'est un point qui te paraît important. Moi, je suis aussi une grande collectionneuse d'art, de mobilier à la base. Je suis architecte d'intérieur et j'ai dévié, en fait, j'ai ce besoin de créer des pièces. Donc j'ai un côté très artiste, en fait, parce que je ne crée pas la pièce pour faire une collection ou pour un client. Je crée la pièce parce que j'ai vu une forme qui me plaît ou un paysage. Et de là, je ne sais pas ce qui se passe dans mon cerveau, mais je vais me dire, tiens, je vais en faire une table. Et en fait, c'est ce côté fonctionnel de la sculpture qui m'intéresse. C'est-à-dire que moi, j'ai eu beaucoup à la base en tant qu'archi d'intérieur, de clients qui collectionnaient la peinture, la sculpture, mais qui allaient me mettre un canapé qui n'avait rien à voir avec la hauteur de leur collection. Donc on va avoir un Basquiat, puis en dessous, je ne citerai pas de nom, bien évidemment, mais on va avoir des choses qui sont vues un peu partout. Et j'avais ce besoin qu'il y ait une relation entre la peinture, la sculpture, le mobilier, parce que pour moi, tout cela est artistique. Il n'y a pas de... Pour moi, c'est un tout, en fait.
quand on aime le beau, on vit avec et on ne va pas se dire tiens c'est un canapé, alors il va pas être, voilà. Oui, alors je voulais parler des collectionneurs. En fait, pour le mobilier, je pense que, c'est vrai bien évidemment pour toute œuvre d'art, mais ce qui importe pour un collectionneur, c'est la relation qu'il va avoir avec l'œuvre, qu'il va désirer collectionner. Et pourquoi est-ce qu'il va s'attacher à cette œuvre-là ? Bon, d'abord, il y a une esthétique, mais en fait, c'est évidemment bien plus qu'une esthétique. On va s'intéresser à l'histoire de l'artiste, à pourquoi l'artiste a fait cette œuvre, quel était le contexte en fait dans lequel l'œuvre a été créée, le contexte culturel, et pourquoi c'était en rupture avec son temps à un certain moment. Donc en fait, il y a toute l'histoire qu'on va avoir autour de l'œuvre. Et puis ensuite, le collectionneur va y avoir la relation intime qu'il va créer avec cette œuvre, qui va être soit son attachement à l'artiste, à la personnalité, parce que ça va résonner en lui, soit également pour le mobilier, puisqu'on parlait de fonction. C'est vrai que quand on collectionne une œuvre d'art, un tableau, on va vivre et le voir exposé, mais quand on va collectionner un mobilier, on va aussi l'utiliser, et c'est très important. Et c'est comme ça qu'il est designé par les designers, pour être utilisé, que ce soit pour être à la bonne hauteur, que ce soit pour aller avec son intérieur. Et il y a cette relation intime que vont créer les gens. Par exemple, ils vont savoir que dans ce tiroir qu'ils vont soulever, ça a été fait avec un intérieur, j'en sais rien, dans un matériau précieux, comme peut-être du galucha. Et c'est le seul qui va le savoir, parce que quand quelqu'un va venir dans la pièce, il ne va pas savoir que dans ce tiroir qui est un peu précieux, ce collectionneur, il a aussi un jour posé une lettre ou posé une carte postale ou quelque chose qui lui importe. Et du coup, les gens vont créer une intimité avec le mobilier qu'ils collectionnent. Donc c'est un tout, en fait, entre l'histoire de l'artiste qui l'a créé, le contexte, comment le collectionneur a décidé de l'acquérir, parce que même pour des touristes, en fait, de venir à Paris et acheter une œuvre à Art Paris dans ce lieu magnifique, c'est aussi une expérience. Donc il y a l'expérience de l'acquisition et ensuite la relation qu'on va vivre avec ce mobilier. Et c'est vrai que pour le mobilier André Putman, je rencontre beaucoup de collectionneurs, puisque André Putman a eu 1000 vies et a rencontré tellement de gens dans le monde entier. Donc je rencontre des collectionneurs partout, partout, je veux dire, de toute nationalité. Et à chaque fois, ils ont un attachement émotionnel aux pièces. Et donc je me dis, bon, c'est pas uniquement un canapé ou uniquement un bureau, c'est vraiment des pièces auxquelles les gens vont devenir attachés et créer une relation importante. Donc je pense que... Absolument, oui, c'est très important, cette émotion. Hein. C'est ce que je dis toujours dans ce design lyrique qu'on a en France. Il y a effectivement trois dimensions. Il y a évidemment la passion du créateur qui va transformer son sentiment intime. Il y a le geste des métiers d'art, le geste de l'artisan qu'on va retrouver aussi dans les matières, dans la façon dont elles sont travaillées. Et puis au final, il y a évidemment l'émotion que ça va susciter chez le collectionneur. Alors il y a l'émotion, mais il y a aussi ce côté un peu le meuble du coup devient un investissement. Parce que ce mobilier, on le voit très bien, celui d'André Putman, devient un mobilier de collection et au lieu de perdre de la valeur, il en prend avec le temps, non ? Tu vois ça sur tes... Oui, évidemment, mais c'est pareil, il y a tellement d'exemples. Parce que quand on dessine du mobilier, finalement, c'est pas comme quand on fait un projet. Quand on fait un projet, on a affaire à des clients. Tous les clients aujourd'hui sont architectes ou designers. Donc déjà, il faut composer, il faut analyser, il faut être médecin, psychanalyste, diplomate, et vous arrivez à faire un projet qui n'est plus le vôtre parce que vous l'offrez et vous n'habitez pas dans cet endroit. Donc très bien. Mais le mobilier, c'est un petit peu la même chose. Mais le mobilier, quand on commence un projet d'architecture et qu'on doit dessiner des meubles à l'intérieur, le projet d'architecture va durer 5 ans. Et le mobilier, on change d'avis tous les ans ou tous les 6 mois et on a des nouvelles idées. Donc on peut être designer sur une maison mais dessiner 250 meubles dans le même délai. Et moi j'ai plusieurs exemples, mais j'ai un exemple d'une maison que je faisais en Angleterre. Et j'étais allé au Japon et j'avais travaillé avec un trésor national qui s'appelait Miyoya, qui était un fabricant de verre. Et il avait été pris de sympathie pour moi, et donc j'allais le voir dans son atelier. Et la dernière fois où je vais le voir, il me dit, je suis en train de faire pour Sugimoto un théâtre No avec des planches en verre de 5 mètres de longueur. Je dis 5 mètres de longueur, 10 cm, enfin, truc extraordinaire. On rentre à Paris, on retourne à Londres,
Et mon client me dit, Bruno, j'ai réfléchi, dans la salle à manger, il me faut une table de 5 mètres par 1 mètre à peu près. Je dis, mais ça y est, j'ai trouvé le truc. On va faire 2 planches de verre de 5 mètres puisqu'on m'a dit qu'on pouvait les faire. Entre-temps, le tsunami est passé au Japon, a cassé l'usine. Les planches n'existent plus, il existe des planches plus courtes. Je lui explique que je retourne au Japon, je vais négocier le prix. Je reviens et mon client me dit alors, combien? Je dis non, j'ai gagné 1 500 €, c'est rien, je suis mauvais. Ah oui. Et on faisait des rendez-vous de chantier. Et à chaque fois, il me raccompagnait à l'Eurostar. Il me disait combien la table déjà? Combien? Alors je lui expliquais le prix, le transport. Et puis au bout de 10 retours, il me dit bon, c'est combien? Je lui redonne le prix. Il me dit on peut mettre le transport? Allez, on y va. Mais ce qui s'était passé, c'est qu'on avait construit la maison entre-temps, c'est-à-dire que c'était une réhabilitation, mais on n'avait pas renforcé les planchers parce que la table allait faire 4 tonnes, et puis on avait posé toutes les fenêtres. Il a donné son accord trop tard, on a commandé la table, elle est arrivée, il a fallu démonter les fenêtres, renforcer les planchers, on a repris 6 mois de retard, et il m'a dit, de toute façon, un jour je vendrai la maison, mais je partirai avec la table. Et alors, c'est le désastre. Il a vendu la maison parce que l'acquéreur est tombé amoureux de la table. Et donc, vous vivez des histoires comme ça. J'ai la chance d'en vivre beaucoup, donc ça me permet de vous raconter des histoires en même temps, mais c'est la réalité des choses. Donc, c'est sur le temps. Et dessiner un meuble, c'est vrai qu'on dessine pour des fantômes souvent. Quand on dessine pour de l'édition, on ne sait pas qui va acheter. Donc, il y a toutes les facettes et toutes les partie acrobatique de notre métier. On doit être des acrobates, on doit être d'une agilité déconcertante et on doit être un puissant fond d'idées pour se remettre en cause en permanence. Sinon, à mon âge, on ne serait plus là. Voilà. Oui, non, moi c'est différent parce que c'est vrai que moi je crée pas pour spécialement un... Voilà, pour moi. Quelque part, je dois sortir la pièce. C'est vraiment peut-être égoïste, mais je le plus fais. comme un artiste. C'est un côté très artiste dans ma façon de créer le mobilier. Alors j'ai aussi des chantiers où je dois créer du mobilier pour ces chantiers, mais ou sinon d'ailleurs j'utilise le mobilier d'autres confrères tout simplement. Mais c'est vrai que moi c'est plus viscéral, c'est-à-dire que j'ai besoin de sortir la pièce à un moment, peu importe l'acquéreur en fait. C'est une autre façon de voir les choses. Oui, vas-y, J'allais mais c'est vrai que c'est rebondir intéressant parce que- cette Oui, c'est cette intéressant limite, en parce fait. que nous, on a j'ai repris l'agence André Poutman et c'est vrai que le studio aujourd'hui continue à créer et en fait on a totalement une histoire différente puisque la créatrice André Poutman en fait avait écrit tout un langage. Elle a énormément créé pendant toute sa vie. Elle a eu une carrière très longue. Elle a rencontré énormément de personnes. Beaucoup de designers ont croisé son chemin et aujourd'hui, comme Bruno, voilà, ont développé leurs agences. Mais ce qui reste d'intéressant, c'est de retravailler dans les codes d'André Poutman et du coup, le travail qu'on a fait d'essayer de comprendre qu'est-ce qui était français, pourquoi est-ce qu'elle était associée à la France et d'essayer de décortiquer tout ça. Et c'est vrai que il y a beaucoup d'archives, beaucoup de projets. Elle a réalisé plus de 150 projets et peut-être même plus parce que j'en découvre parfois des nouveaux. Elle a réalisé beaucoup de mobilier. On a plus de 300 et quelques pièces d'archives qui ont été réalisées pour des projets. Et en fait, dans toutes ces réalisations, l'idée était de comprendre finalement pourquoi est-ce que ce style a traversé le temps et qu'est-ce qui faisait qu'il était français. Et en fait, on a réalisé que André Poutman a été très inspiré par des périodes, mais finalement, de chaque décennie, elle a pris des inspirations et elle en a extrait ce qui en a fait son style propre. Et donc, on peut dire qu'André Poutman, elle a extrait des années 30 la géométrie, les arts décoratifs et finalement des pièces avec des formes géométriques rondes, carrées, mais uniquement géométriques, donc pas du tout organiques.
Et ça, c'est très art déco. Ensuite, après, finalement, du modernisme, qui a été ses premiers amours, puisqu'elle a commencé par rééditer des designers oubliés dans les années 80 qu'elle a remis au goût du jour. Et en fait, de cette période-là, elle a extrait... redécouvrir Jean-Michel Franck. Ouais. Exactement. Mallet Stevens, Céline Gray, ça a été... Et en fait, de cette période-là, ce qui en reste dans son style, c'est la clarté de la structure et les compositions équilibrées et justes du modernisme. Et puis ensuite, des années 70, finalement, on retrouve dans quelques pièces une très forte présence, avec des pièces très basses, comme une table très basse. Des années 80, la précision graphique, avec l'usage de certains matériaux, comme la laque noire, l'inox, donc des matières assez brillantes, ou le damier. Donc ça, c'est assez 80. Et finalement aussi des pièces comme cette table qui a été dessinée dans les années 90, qui est très moderne parce que très douce, et on est très habitué. On pourrait imaginer qu'elle est dessinée aujourd'hui, cette table. Et finalement, elle a aussi une certaine douceur dans ses créations. Et c'est finalement aussi une façon qui est très française, je pense, c'est de ne pas renier le passé. Et finalement, on n'invente pas complètement, on est toujours baigné de son héritage, et de ne pas être en rupture totale et totalement radicale, de manière injustifiée, mais en fait dans le prolongement de toute l'histoire, que ce soit l'équilibre qu'il peut y avoir dans l'architecture française, les compositions des jardins à la française. En fait, on ne se rend pas compte, mais en étant français et en vivant, pour les gens qui vivent à Paris, mais même dans toute la France, cette habitude qu'on a de la symétrie dans l'architecture. En fait, je vois même des jeunes designers aujourd'hui, ils ont quand même ce style français que je ne retrouve pas quand parfois je vais rencontrer des designers américains à qui je fais passer des entretiens pour créer des choses qui sont dans le style Putman, et ils ont du mal à percevoir ça. Donc je pense qu'il y a vraiment un style français et il y a vraiment un style Putman aussi. Lionel, toi qui as vécu longtemps aux États-Unis, est-ce que il y a ce ressenti du style français chez les collectionneurs américains, ou est-ce qu'ils le recherchent Oui, je pense qu'il y a... Il y a une longue histoire, une très longue histoire du collectionnisme américain en France. Je veux dire, ça remonte au 19e siècle. Enfin, les Duveen et autres refaisaient des maisons 18e siècle. Et là, les grandes maisons du 18e siècle ont été reconstruites avec du mobilier 18e. Enfin, c'est des grands collectionneurs de design, enfin de mobilier. Se tourner vers la France, et ont continué dans la période Art déco, Art nouveau, et aujourd'hui je crois qu'il y a alors est-ce qu'il y a une reconnaissance de l'art de vivre à la française? Je ne sais pas très bien ce que c'est que l'art de vivre à la française, sauf qu'on vit bien et on vit dans le beau, c'est vrai. Et une certaine admiration pour cela. Je voulais revenir juste sur un tout petit mot en arrière, parce que tu as parlé de collectionneurs qui investissent. Moi, je ne crois pas que les collectionneurs investissent. Non, moi non plus, pas du tout. Ils collectionnent par amour de l'objet, du beau, du designer éventuellement, de l'artiste. Mais on n'en est pas encore là dans le mobilier de toute manière. Oui, enfin, c'est pas vrai. D'ailleurs, c'est pas vrai. C'est quand on voit la LAN, etc. Oui, la LAN. Mais je pense pas dans le contemporain, non. Bon, mais personne ne fait ça en se disant je vais revendre. D'ailleurs, votre table. Alors ils le font pour les tableaux, mais le mobilier c'est. Oui, ils le font certains, c'est pas tous, ils le font avec l'espoir qu'ils arriveront. Et souvent quand ils font ça, ils se plantent. Oui, voilà. Donc je pense pas que ce soit. Pour moi, le collectionniste, c'est pas un investissement. Alors moi je tenais juste à dire quelque chose, c'est en fait par rapport au. Vous parliez donc du mobilier français, etc. En fait, je pense que c'est parce qu'on a des artisans qu'il n'y a pas ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, et l'artisan pour moi, c'est 50% du travail. C'est-à-dire que moi, mes créations n'existeraient pas sans les artisans que j'ai. Et pour avoir vécu aux États-Unis, il est très difficile de trouver des bons artisans là-bas. Et nous, on a toute cette culture, cette histoire. Et c'est pour ça, justement,
que le mobilier de certains artistes français ou designers français, en fait, est, je pense, collectionné par les Américains. Parce qu'il y a vraiment une histoire de l'artisanat qu'il n'y a pas aux États-Unis. Bruno, je voulais reprendre un point, c'était très intéressant en fait la façon dont tu racontais l'histoire effectivement et en fait les différentes périodes qu'il y a pu y avoir dans les créations parce qu'effectivement un créateur souvent on pense à quelques pièces emblématiques qu'on connaît et on oublie qu'en fait ils ont créé pendant des périodes assez longues et qu'ils ont eu des influences différentes aussi qui ont changé leur façon de concevoir. Bruno, je voulais que tu nous parles de ça. Est-ce que ton travail c'est un tout ou est-ce que tu penses qu'il y a des périodes, des influences, des modes? Non, je crois je crois que c'est un tout, mais je crois. Ou est-ce qu'il faut attendre les arts déco pour faire l'analyse? Non, je crois qu'à partir du moment où on a une sensibilité, une fibre artistique, on est en éveil en permanence, on est en éveil en voyage. En voyage, on voit des couleurs, on voit des formes, on voit des choses, et instinctivement, on va peut-être les remettre dans un projet ou dans un meuble. Moi, je vais être très simple. Tout le travail qu'on fait chez Bruno Moinard Éditions, ça a commencé par 40 meubles parce qu'il fallait faire quelque chose d'important. Je ne voulais pas présenter un meuble d'un côté, c'était 40 d'un coup. 40 d'un coup, après il fallait trouver un lieu pour les mettre parce que je n'avais pas pensé à tout ça. Donc c'est de l'émotion pure, c'est de la spontanéité. Je suis plus quelqu'un d'instinct, donc c'est l'instinct qui m'emmène, c'est la sensibilité des gens. Tout à l'heure j'en faisais une description un peu humoristique, mais en fait c'est ça qui me permet de trouver des pistes et de faire plaisir. Et au fond, moi c'est un plaisir, on se fait plaisir quand on dessine un meuble, mais quel plaisir quand vous faites ce cadeau et que en face on reçoit et que vous retournez chez ces gens et qui vous disent... Vous vous souvenez, vous l'avez dessiné sous nos yeux, je vous ai dit une table ronde, on se souvient encore de votre crayon et ça, l'artisan l'a fait derrière. Et c'est vrai que l'artisan, moi j'ai aussi des images comme ça où je réunis tous les artisans, on a tous des familles de bronziers et ainsi de suite. J'ai réuni autour de la table et je dis bon, j'ai pensé faire un projet comme ça, qu'en pensez-vous? On pourrait faire quelque chose en aluminium. Mais M. Moinard, vous c'est le bronze, on va le faire en bronze. Puis c'est ça qui fait monter en fait un peu les enchères, un peu la personnalité. Et quand les entreprises sont prises dans le jeu comme ça, c'est magnifique parce que vous êtes finalement un chef d'orchestre, vous n'avez pas besoin de parler de technique, vous parlez simplement de poésie et d'impossible, d'équilibre. Et finalement le meuble se construit comme ça et tout le monde est content autour de la table. Et ça c'est pour remporter. Et après, vous avez les clients derrière. Mais c'est pas pour être à la mode. Non. Parce que je vous assure que, comme disait Lagerfeld, être à la mode, après, la phase d'après, c'est être has-been. Donc il faut vraiment faire les choses, justement, parce que sinon, ça n'a aucun sens. Excusez-moi, mais je me permets. Et je voulais rebondir aussi sur les artisans. Effectivement, je pense que c'est tout à fait au cœur de notre sujet, c'est que les designers créent avec les artisans et que finalement la naissance d'un meuble c'est la rencontre entre le designer et l'artisan, parce qu'en fait c'est quand le designer va comprendre le savoir-faire, ce qui est possible, quand il va découvrir des savoir-faire extraordinaires, que du coup il va les voir en dessin et se dire ah mais voilà, si vous êtes capable de faire cette longueur, je vois la table. Donc c'est vraiment un duo et parfois aussi ça peut même être un designer qui va aller chez un artisan, qui va découvrir une pièce par terre. Il dit mais ça c'est un rebut de la fin de quelque chose, il dit mais cette forme est magnifique, je ne savais pas que vous pouvez faire ça, mais si on l'imaginait comme ça, et donc c'est vraiment un travail à quatre mains en fait, c'est une collaboration et c'est 50-50, c'est vraiment il faut que, et finalement comme dans tout projet, un projet réussi c'est quand le projet est sincère de la part du créateur, mais aussi que c'est un travail d'équipe, puisque rien ne se construit seul, on travaille avec ses clients, parce qu'on travaille avec la sensibilité de ses clients, ce que disait Bruno, c'est ça qui est le plus beau. Quand il y a en plus des clients et que ce n'est pas des fantômes, on a cette relation. Et ensuite, la relation avec les artisans. Donc, c'est tout ce travail d'équipe quand tout le monde, en faisant son travail à sa place, s'entend bien. Et ben, c'est là où les plus belles créations émergent.
Absolument, oui. C'est ce que nous disait Maxime Danjac quand on a visité sa merveilleuse exposition aux arts décoratifs et tout le travail qu'il avait fait pour redonner vie à l'Orient Express et où il disait qu'il allait effectivement rechercher les artisans et pour refaire ce qui se faisait 100 ans plus tôt et les artisans lui disaient ah, non mais c'est pas possible. Il disait si c'est possible et petit à petit effectivement ils sont arrivés à faire des choses qui sont encore mieux. Moi je trouve que c'est fascinant, qui sont encore plus belles ce que font les artisans maintenant et encore mieux que ce qu'ils faisaient il y a 100 ans parce qu'ils ont des techniques nouvelles qu'ils ont pu s'approprier. Et c'est là où on a en France une chance exceptionnelle d'avoir toute cette histoire. Et cette histoire, on la retrouve au musée des arts décoratifs, ça c'est tout le monde à venir. Et quand on voit le travail de Maxime Danjac, ce qui est intéressant dans l'exposition, c'est de voir le lien entre le passé, donc l'époque de 1925 où avait été créé le train originel, et aujourd'hui. Et on sent bien que Maxime Danjac s'inspire et tire les codes, retire les codes de 1925 et met les crée de façon très moderne, et avec, comme tu le dis, des techniques nouvelles et de travail avec les artisans. Je trouve ça extraordinaire. Et ça, je pense que c'est vraiment une chance exceptionnelle que l'on a en France. C'est le travail avec les artisans, comme vous dites, et puis c'est toute cette connaissance qu'on a, cette relation qu'on a avec le passé. Alors aussi un point que je trouve intéressant dans le design et peut-être aussi dans sa conception française, puisqu'on a les ensembliers qui sont dans notre histoire, et cette différence avec l'art, c'est que on a la pièce dans l'art, c'est une pièce, chaque œuvre, chaque pièce de design est une pièce, mais il y a aussi quand même dans votre travail, ce travail d'ensemblier, ce travail de faire que vous faites des ensembles, il y a des pièces qui vont les unes avec les autres et c'est ce qu'on voit les images du mat défilé et c'est vrai que dans le musée des arts décoratifs il y a un vrai travail pour recréer des univers de créateurs qui soient complets et avec toujours ce désir d'offrir dans nos expositions en particulier cette relation entre le passé et le présent. Je fais d'une petite exposition, ce qu'on appelait Rococo, qui est un ensemble de dessins de Nicolas Pineau, qui est un sculpteur sur bois qui faisait des panneaux au XVIIIe siècle. On se dit pourquoi est-ce que ça a une relation avec ce qu'on fait aujourd'hui? Pas du tout. Et en fait, on se rend compte que si on recherche un peu, tous ces motifs, on les retrouve en fait encore aujourd'hui dans les œuvres de certains designers. Et c'est toujours intéressant, je trouve, aux arts décoratifs de faire ce lien entre le passé et le présent et d'offrir la possibilité à l'écosystème du design de redécouvrir, de trouver des idées. Emma, toi tu vas même encore plus loin puisqu'en fait tu aimes, oui, tu m'entends pas, tu aimes marier non seulement effectivement tout un ensemble de pièces que tu fais en tant que designer ou archi d'intérieur et aussi l'art des toiles que tu choisis, que tu sélectionnes. Parce que je suis collectionneur à la base, c'est pour ça, d'art contemporain. Et comme j'ai ouvert une galerie à Paris au mois d'octobre, je me suis dit je vais présenter mon mobilier, mais pourquoi pas le marier avec des artistes tout simplement que j'aime pour les murs. Et du coup, j'ai rencontré il y a 3 ans une artiste mexicaine. J'ai développé sa carrière, je l'ai aidée à être exposée à l'international. Et du coup, c'est la première exposition que j'ai faite à la galerie. Et effectivement, et là j'ai trouvé une jeune Canadienne qui me plaît. Et c'est vraiment des coups de cœur. C'est pas une obligation d'aller chercher pour faire une exposition à un moment donné. Ça a été des coups de cœur. Et alors pour la petite histoire, pour l'artiste mexicaine Ileana Magoda, ce qui est drôle, c'est que j'ai organisé plusieurs expositions, notamment à Zurich chez Maria Bernheim. On a fait une exposition chez Anna Tabghi à Los Angeles. Et Fendi Mexico est allé la contacter pour l'exposer. Donc
elle a été exposée donc chez Fendi et chez Dior. Et Fendi Milan a exposé mon canapé et dans leur nouveau flag store, mon canapé et ma table basse, sans savoir que l'on collaborait. Donc je me dis, il y a un vrai lien en fait. Je sais pas, c'est peut-être il y a un côté féminin dans son travail, je sais pas. Donc c'est quand même incroyable. Ils ne savaient pas qu'on se connaissait. Oui, je pense que le dialogue en fait entre tous les secteurs artistiques est très très important et se développe de plus en plus. Déjà, premier exemple en live, c'est que le design vient se mettre à côté d'une foire d'art. Donc, et je pense qu'on le voit partout, on le voit même, je dirais même dans le grand public, c'est-à-dire que dans des grands magasins où ils ne vendaient avant que des vêtements, maintenant on voit aussi du mobilier, où on voit aussi des marques de vêtements qui se mettent à vendre de la céramique aussi. Et en fait, c'est vraiment dans toute notre société de manière générale, le décloisonnement des secteurs créatifs et ce dialogue qui finalement, André Putman avait déjà été vraiment dans le dialogue avec les artistes et avait ramené des artistes dans ses projets, et elle-même d'ailleurs ayant travaillé pour la mode, ayant fait des scénographies, ayant fait des mises en scène de films, enfin elle avait déjà cette approche de directeur artistique qui est un peu un mot très à la mode, c'est que tout le monde va être finalement plutôt directeur artistique et dire je ne vais pas faire qu'un secteur de la création, je peux créer dans différents secteurs. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit de plus en plus et que des marques, il y a Salone d'Immobilier à Milan maintenant, il y a vraiment la mode qui vient aussi. Je pense que le métier d'ensemblier, qui est un très très ancien métier, est en train de revenir et que il y a beaucoup plus de dialogue entre tous les arts de la création. Et Bruno, toi tu vas jusqu'au bout du bout, puisque en fait tu crées tes propres tu m'entends plus. Tu crées tes propres œuvres, tu crées tes propres dessins, tes peintures, tu les déclines un monstre, sur les mais tapis. au mon sens, oui, j'aurais voulu faire de la peinture à 8 ans, j'ai commencé. Je ne l'ai jamais dit à André. Et j'ai toujours peint effectivement comme ça, parce que ce n'était pas le principal. Mais effectivement, ça s'est un peu dévoilé quand j'ai créé Bruno Moinard Édition, parce que mon équipe est allée fouiller dans des cartons en disant vous faites de la peinture, mais on pourrait faire des tapis avec vos... Donc du coup, les tapis sont partis de mes tableaux et c'est devenu... maintenant, je travaille lundi, mardi, mercredi, je fais de l'architecture, le jeudi, je fais du mobilier, et le vendredi, samedi, dimanche, je fais de la peinture. Et je reviens, donc je suis en circuit fermé comme ça, mais c'est pas comme vous, mais j'adorerais, je suis aussi un peu collectionneur, moi j'ai la malchance de travailler pour des grands collectionneurs. Donc je vais évidemment pas mettre mes tableaux dans ces endroits-là, et quand je fais des chais pour François Pinault, parce que j'ai fait Château-Latour et le Clos de Tarbes, je sais qu'en faisant un endroit d'une simplicité déconcertante où on va avoir une émotion et la chair de poule en entrant, François Pinault me dirait allez chercher, ça ira bien. Et là, je me retrouve avec des tableaux absolument incroyables. Quand je lui ai fait le Clos de Tarbes, je lui ai dit je dessine tous les meubles, on va faire des choses radicales. Donc là, c'est encore du mobilier spécifique sur un parquet en lame d'acier. Alors tout son entourage dit oh non, on va glisser là-dessus, puis ça rouille. Et alors je dis non, il faut un projet radical, François, pour vous. Il dit allez-y, je vous suis. Et je lui dis évidemment, si on avait un soulage, il rigole un peu et il me dit allez-y, servez-vous. Voilà, bon. Voilà, j'ai beaucoup d'affection pour lui et ça fait 25 ans que je travaille. Et quand on arrive à travailler de cette manière-là avec des personnalités comme ça, il n'y a pas l'équivalent. Donc je suis sur un nuage en permanence, effectivement, quand je fais des projets. C'est pas pour ça que je suis pas hyper détendu, évidemment. Il y a une certaine pression de l'exigence et effectivement, je vais être dans l'exigence à tous les niveaux. Le mobilier, c'est compliqué parce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même on vient nous chercher pour créer du mobilier. Donc c'est un prototype. Donc généralement, le prototype ne marche pas du premier coup. Il n'est pas nécessairement à la bonne hauteur. Et donc quand je dis que c'est un métier extrêmement difficile, c'est un métier sur le long terme, et puis c'est un métier avec des hauts et des bas pour être à la fois dans les budgets, dans la possibilité, dans la tenue dans le temps. Et
pour terminer, c'est vrai que j'ai fait de l'architecture, je fais des meubles, mais souvent on vient me voir, on dit « Ah non, pas une maison totalement Bruno Moinard ». Bon, alors, Pas justement, de ça me total permet look. d'aller chiner et de mettre des meubles et de faire des intérieurs qui accompagnent du mobilier d'édition que l'on crée, mais avec du mobilier antique ou chiné. Et en fait, ce qui est important dans une maison, c'est de donner l'intemporalité de cette maison, parce qu'elle n'est pas faite pour 8 jours. Et quand vous parliez des collectionneurs, c'est vrai que c'est l'âme de la maison, c'est l'âme et c'est une émotion par pièce. Et toutes ces pièces, c'est un long discours aussi. On n'est pas seul à décider de la chaise avec la petite table basse. C'est collégial en fait. Et ça, il faut savoir le diriger malgré tout, parce que on peut aller vers le pire. Et on peut ne pas être fier de la maison si certaines pièces ne sont pas à la hauteur. Mais on a tous vécu ça. Donc, voilà. Et le dialogue aussi, parce que Bruno parlait des réalisations où tout n'est pas forcément Bruno Moinard. Chez Putman, tout n'est pas forcément... En fait, chez tous les architectes d'intérieur, peuvent avoir leurs clients, mais vont aussi beaucoup dialoguer avec les autres architectes d'intérieur. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que Putman peut mettre des pièces de Bruno Moinard, Moinard peut mettre des pièces de Putman, et en fait tous les designers qui se retrouvent aujourd'hui se nourrissent les uns les autres, et c'est ce terreau français extraordinaire qu'on a de créateurs et qui se nourrissent les uns les autres, qui aussi élèvent tout le monde en fait, élèvent tous les créateurs français ensemble. Super transition. Je voulais qu'on parle quand même de cette French Touch, puisqu'on a remis hier ici même le prix FD 100, le French Design 100, qui couronne le rayonnement de 100 projets d'architectes, d'intérieur et de designers qui sont réalisés partout dans le monde, qu'on remet tous les 2 ans et qui montrent qu'il y a vraiment cette profusion de la création française et cette appétence internationale pour les créateurs français et aussi les savoir-faire français. Qu'est-ce qui, à votre avis, justifie que ce goût? Est-ce qu'il y a un goût français? Est-ce qu'il y a un goût français aux États-Unis? Est-ce qu'on sent un goût français? Est-ce qu'on aime le goût français? Est-ce que ça existe encore? C'est vraiment difficile. Je prends la parole parce que c'est de la question piège. On est français, donc on sait expliquer que c'est notre culture. On est dedans depuis tout petit. Mais quand vous faites un projet au Japon, quand vous faites un projet en Amérique, ils viennent tous nous chercher pour cette fameuse touche française. Et là, vous dites, c'est quoi la touche française? On va vous mettre des choses. Alors moi, je métisse. Il faut métisser, il faut prendre des choses et les mélanger. Et c'est ça notre réponse. C'est finalement notre culture, notre acrobatie, qui permet d'avoir un œil, comme l'œil de la mouche, comme disait André, qui regarde à 380 degrés. Et c'est composé avec ça, et puis sa sensibilité est persuadée. Je pense qu'aussi on parlait de dialogue, on a beaucoup parlé de dialogue, je pense que c'est le dialogue avec le passé. C'est qu'on arrive à faire de la modernité, à créer des choses totalement radicales, mais qui ne sont pas gratuites, qui sont en dialogue avec le passé et qu'on ne va pas renier le passé. Et je pense qu'on a une certaine inertie en France, comparée aux États-Unis, qui vont très vite, qui sont capables de changer complètement. Mais cette inertie, elle a du bon parce qu'en fait, on ne renie pas le passé et on est capable de dialoguer avec le passé et de ne pas faire gratuitement des choses qui n'ont rien à voir avec la suite, mais plutôt de réinterpréter, d'aller un peu plus loin. Donc c'est plutôt une continuité qu'une rupture totale avec on prend le passé, on le jette à la poubelle, on fait quelque chose de nouveau. Et qu'on a vraiment... Donc je pense que c'est ça finalement le style français, c'est qu'on est capable de dialoguer avec notre très très longue histoire et que le musée des arts décoratifs peut bien évidemment nourrir énormément de créatifs. Quand on a fait notre expo réédition... Tout de même, je pense aussi à un environnement d'école d'art et de design très, très, très important en France. Vraiment très important. Il y a des très bonnes écoles en Suisse, en Hollande, mais vraiment en France, il y a beaucoup d'écoles de design et de très haute qualité et très souvent avec un enseignement par des professionnels.
Et je trouve que ça, c'est aussi. Et donc, beaucoup d'étrangers viennent dans ces écoles. Je trouve que c'est très important. Oui, je disais tout à l'heure, quand je recrute des jeunes designers, parfois je reçois des nationalités différentes. Et c'est vrai qu'il y a ce je ne sais quoi qui fait que les Français font plus de style français que les étrangers. Et on ne l'explique pas, mais les Français sont meilleurs pour faire du style français que les étrangers. Eh bien, après ce cocorico collectif, on va passer la parole à la salle si vous voulez nous poser des questions. Alors là, techniquement, comment ça se passe le miracle de la technique. Il y a un micro qu'on va pouvoir vous passer si vous avez des questions. Alors, c'est toujours la première question qui est la plus difficile. Non, je vois pas. Ou des commentaires. Ou des commentaires, ouais. Des points de vue à partager. Ça vient pas. Alors moi j'ai encore plein de questions, hein, si personne... Ah, ça y est, voilà. Ici, deuxième rang. Bonjour, je voulais m'adresser à vous. Aujourd'hui, donc, vous avez dit fêter vos 70 ans, donc vous avez dû commencer sans doute il y a une cinquantaine d'années, sans doute, peut-être. Tu entends pas? Vous n'entendez pas? À 23 ans, chez André Poutman. Ok. Donc je disais, vous avez donné votre âge tout à l'heure, donc vous avez dû commencer sans doute, je disais il y a une cinquantaine d'années, mais là on vient de me dire que ça doit faire 47 ans, chez André Poutman. À l'époque, le design et l'architecture d'intérieur n'est pas ce que c'est aujourd'hui, enfin ça a énormément évolué et ça a sans doute été compliqué. Au départ dans votre carrière, de développer votre activité, de vous faire connaître, voilà. Des conseils? Je crois que j'ai des petites cariatides sur les épaules qui me protègent. J'ai toujours beaucoup travaillé, mais j'ai toujours eu beaucoup de chance en même temps dans mon travail. Pour faire très simple, je vais essayer de vous le faire court, mes parents étaient tapissiers décorateurs. Donc, je devais déjà faire une école comme ça. Comme je suis de l'époque des dinosaures, j'ai réussi après la 3e à cette époque-là. Je pouvais aller en seconde à 7 au Havre, j'étais en Normandie et j'ai passé boule et j'ai passé les métiers d'art et j'ai eu les concours. Je suis entré au métier d'art, j'étais à Paris à 15 ans et demi. Donc j'étais dans un foyer, j'ai eu une petite chambre de bonne après. J'ai travaillé jour et nuit tellement j'étais heureux. J'étais heureux, j'ai passé mon diplôme, je suis sorti major de ma promotion au bout de 3 ans. J'ai eu des gens comme Serge Mouille comme professeur. J'ai eu Gilioli, j'ai eu Mougin, j'ai eu des sculpteurs. Ma passion, elle est dans le dessin, dans la sculpture, dans tout. Il se fait que dans cette école, on fait différents stages, différentes périodes. Donc j'ai touché à tout. J'ai touché au staff, à la sculpture, à la publicité, à l'esthétique industrielle, à l'architecture intérieure, vraiment tout. Puis j'ai continué donc en année supérieure. Donc, j'ai passé mon diplôme supérieur, je suis sorti major. J'ai passé un BTS à l'époque qui était le circuit normal. J'avais quelqu'un dans mon jury, un architecte, qui m'a demandé de venir travailler à Roanne chez lui. J'ai dit oui, bien sûr. Je suis parti travailler à Roanne. Mon premier rendez-vous de chantier, c'était dans la cuisine des frères Trois-Gros. Je ne savais pas où j'étais. Je me dis quand même, ça commence bien. Je reste 6 mois là-bas et je m'ennuie. Alors je vais faire du ski, j'aime le ski, c'est pas très loin, mais je m'ennuie quand même un peu. Et puis finalement, je reviens à Paris et j'ai un de mes professeurs qui est mon mentor, qui s'appelait Louis Bercute, qui était une espèce de personnage incroyable de sensibilité, qui lui m'emmenait, quand j'étais au métier d'art, m'emmenait place des Vosges le dimanche et le samedi pour faire de la peinture, prendre les atmosphères dans la rue, les portes cochères et ainsi de suite. Et il voyait que j'aimais ça, donc comme il était motivé à me pousser, j'ai fait ça. Et puis ce personnage, je vais donc le revoir, je rentre de Lyon, de Roanne et Lyon, et il me dit « Ah mais je te cherchais partout, un studio vient de s'ouvrir, tu vas adorer, c'est tout noir et blanc. »
Et puis j'y vais, je tombe sur un architecte qui me dit voilà, on a des dessins à faire pour une boutique Thierry Mugler, ça doit partir au Japon demain, est-ce que vous vous sentez capable? Je dis oui, on va essayer. Et je reste dans cette agence qui était rue Pavée, 6 rue Pavée, et toute la nuit je suis impressionné, je ne suis pas concentré sur mes dessins. Pourquoi? Parce qu'il y a des fantômes de personnages que je ne connais pas, des fantômes de Mel Stevens, des fantômes de Gaudi, un morceau de Transat d'Eilingray, des dessins par terre, des appliques. Et bon, je me dis, il se passe quelque chose là, c'est un univers incroyable. Je vais dormir 2 heures, j'hésite à aller me faire payer, mais je vais m'excuser. Et là, une grande dame m'ouvre la porte et elle me dit, c'est vous mon peintre? Et j'ai dit oui, mais j'ai tout raté et je ne sais pas qui elle est. Et elle me dit, écoutez, tout ça a été absolument remarquable. Vous ne voulez pas rester 4 jours parce que nous n'avons pas encore de chantier, mais des choses vont arriver. Et je suis resté 4 jours, je suis resté 15 jours et je suis resté 16 ans avec André. Donc voilà, donc c'est un parcours. Alors après, on peut rentrer dans les séquences parce que ce sont des séquences de 5 ans où j'ai travaillé avec tous les couturiers. Donc, on parlait de Karl Lagerfeld tout à l'heure, j'étais le bébé de Putman à l'époque, donc j'avais effectivement 23 ans. Je partais avec Karl, je lui ai fait son premier studio chez Chanel, je lui ai fait son studio chez Chloé, je lui ai fait son château en Bretagne, je lui ai fait son palais pour Fendi à Rome, je lui ai fait son appartement avec Too Memphis. On parlait de mode tout à l'heure et voilà. Et je faisais en même temps pour Karl Lagerfeld un appartement sur rue de Rivoli, face au jardin. Alors, il voulait un appartement totalement industriel, donc il ne voulait pas aller dormir, effectivement, rue de Charonne, à l'époque. Donc, on avait reconstitué, j'avais fait un appartement pour son ami aussi, Jacques de Bachère, au-dessus, à l'étage du dessus. Et puis, j'allais à Monaco, il était dans un immeuble Rocabella, au dernier étage, et j'ai fait simplement un revêtement de sol en caoutchouc, parce qu'on mettait tous les meubles de Sottsass, le Ring, enfin tous les meubles à l'époque. Et puis son appartement de Rome, c'était Sécession viennoise, donc c'était tous les meubles de la Sécession viennoise, avec Koloman Moser, Otto Wagner et compagnie. Donc, qui a réussi à travailler avec un monstre tel que Karl Lagerfeld et avec André derrière? Parce que tout ça, je le faisais pour André, j'étais l'assistant. Et faire 3 projets de front comme ça, avec des histoires complètement différentes, avec un Karl Lagerfeld qui allait à la une à l'époque, qui me faisait livrer des livres entiers avec des pages déchirées en disant Bruno, là, c'est pour Monaco, là, cherchez une idée comme ça. Donc, j'ai déjà eu beaucoup de chance. Et tout en travaillant pour Karl, je travaillais aussi pour Saint-Laurent et Asdin Alaya. Donc, 3 personnages qui ne s'appréciaient pas non plus facilement. Donc, c'est là où j'ai appris la diplomatie aussi pour leur faire des choses différentes. Donc, voilà, pour répondre à votre question, c'est ça. Après, avec André, on a fait les bureaux de Jack Lang, avec Lionel Jospin qui passe et qui dit « Oh, Jack, ton bureau est super. Oh, mais c'est pas grave, prends-le. J'ai lancé un concours, je vais prendre celui de Stark. » Et finalement, vous continuez le bureau et vous aménagez d'autres sièges pour Lionel Jospin dans l'esprit du bureau qu'on avait fait. Donc, vous travaillez pour 2 ministres en même temps. J'ai fait le bureau de Bérégovoy aussi, avec des concours qui arrêtent, qui perdent, avec des baladures qui doivent revenir et puis qui repartent pour des histoires. Donc, il faut, quand je disais il faut être très agile, vous subissez tout ça et vous faites en fonction de ça. J'ai fait de l'hôtellerie, j'ai fait plein de choses et est arrivé mon départ chez André où effectivement, ce stylo a tout dessiné là-bas. Il est toujours avec moi, je ne l'ai jamais perdu. Je l'ai égaré plusieurs fois, mais je l'ai toujours retrouvé. Et puis de là, je me suis dit, que fais-je? Je vais faire de la peinture, c'est trop dur. Et là, vous avez 2 personnes qui vous tombent sur le dos, qui sont Alain-Dominique Perrin et François Pinault. Et Alain-Dominique Perrin qui va voir André et qui lui dit, André, délocalisez-moi Bruno pour aller travailler avec Jean Nouvel sur la Fondation Cartier, boulevard Raspail. Et là, voilà, c'est mon départ, je pars et je travaille avec Jean Nouvel. Et là, je fais 7 scénographies, je deviens scénographe et je fais toutes les scénos de la Fondation Cartier avec tous les artistes qui peuvent être là. Et de là, voilà, un jour, on me dit, Bruno, on lance un concours pour les boutiques Cartier. Et là, je me dis, si je gagne les boutiques Cartier, c'est incroyable. Et je gagne les boutiques Cartier. Et depuis 25 ans, je fais du Cartier. J'ai fait 650 boutiques dans le monde, partout. Donc voilà, donc c'est des chances, mais avec beaucoup de travail derrière.
Alors, c'est vrai, si on revient au bureau, j'ai un bureau de 50 personnes aujourd'hui. J'ai une société d'édition, effectivement, avec 10 personnes là-dedans. Donc, j'ai une grosse machine avec moi. Donc, j'ai besoin d'aller faire de la peinture. Donc, régulièrement, je m'en vais tout seul. Et peu importe la vie qu'on porte sur ma peinture, c'est mon exutoire. Maxime Danjac m'a dit un jour, mais tu fais comment? Tu fais quel sport pour tenir? Parce que lui, il se défoule tous les midis, il va en salle. J'ai dit non, moi, je fais de la peinture, pourquoi? Il me dit, mais comment tu fais? Voilà. Bon, c'est juste pour rire et vous donner ça. Donc, c'est un parcours. 16 ans avec André, c'est 25 ans de bureau, je crois, cette année. Et puis, c'est des jours et des nuits, mais de plaisir et de passion. Et voilà, donc ça, j'espère vous le communiquer, mais c'est la réalité des choses. Merci beaucoup pour votre partage. Bravo. Juste pour rebondir, je vais raconter une autre toute petite anecdote. C'est que hier encore, je parlais avec quelqu'un parce que André a été une école et un tremplin formidable pour beaucoup de designers. Et j'ai même quelqu'un hier qui m'a dit, alors, moi, je suis rentrée une fois dans le bureau d'André. Je voulais lui proposer mes services pour travailler. Alors, dans la communication, pas dans la création. Bon. Et il m'a dit, elle avait sur sa table les chaussures qu'elle avait dessinées pour Charles Jourdan avec des petites ailes. Et il m'a dit, c'est simple, je suis repartie de son bureau sans job, mais avec des ailes aux pieds. Et cette personne a eu une carrière extraordinaire, a monté une grande agence de communication, donc encore autre chose, mais elle a eu ce talent extraordinaire de donner des ailes à beaucoup de gens. Et moi, c'est ce qui a fait que je suis arrivée dans l'agence André Poutman et que je suis tombée amoureuse de cette histoire. C'est que malheureusement, quand André nous a quittés, je m'occupais de la communication à l'époque. J'étais arrivée pour 15 jours. Je suis restée un peu plus et aujourd'hui je l'ai repris, donc ça arrive aussi. Donc ça c'était il y a 15 ans et en fait j'ai été bouleversée par les témoignages, les condoléances que j'avais rassemblées, avec vraiment des témoignages de gens qui m'ont dit, qui disaient je l'ai rencontrée 2 heures, ces 2 heures ont changé ma vie. Elle a vu quelque chose en moi que personne d'autre n'a vu et ces témoignages-là, il y en a énormément de parfaits inconnus comme de gens très connus. Et elle avait ce pouvoir absolument extraordinaire de croire aux gens, de leur donner des ailes. Donc c'est ça qui a fait que je suis tombée amoureuse au-delà du style, de toutes ses créations, de tout ce qu'elle a incarné, de l'histoire extraordinaire. Bruno nous en a raconté une partie, donc c'est vrai que c'est cette créativité et ces 1000 vies, parce que je disais, André a rencontré tellement de personnes et a été dans le monde entier, donc c'est impressionnant l'héritage qu'elle nous a laissé. Mais cet engouement, cette émotion et cette capacité à donner des ailes à beaucoup de personnes. Voilà. Fantôme d'André est plein sur nous aujourd'hui, je crois. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Non. Alors moi j'en ai une en attendant peut-être d'autres questions, puisqu'on parle effectivement de carrière de designer. Bon, pensons un peu aux jeunes. Quels conseils donner à des jeunes designers maintenant qui se lancent dans un monde qui a bien changé depuis? Travailler en équipe, dialoguer. Ouais. Et se cultiver, aller tous les jours au musée des arts décoratifs, visiter toutes les expositions, lâcher le portable de temps en temps pour regarder d'autres images, mais développer sa sensibilité et sa curiosité. Et son œil. Développer son œil, vraiment. Travailler son œil. Aller au musée, bien sûr. Voilà. Et alors, quel conseil donner aux collectionneurs? Développer son œil. Aller au musée. Oui, enfin, c'est Faites-vous presque, plaisir. enfin, c'est de la passion, travailler pour rien. Au fond, j'ai commencé comme ça chez André, j'y suis allé, je ne savais pas qui elle était, faut y aller, faire son chemin et puis trouver sa voie comme ça, mais faut oser en fait, faut être un peu spontané, faut pas trop réfléchir. Si on réfléchit, le train passe une première fois et une deuxième fois. Donc, Il faut se faire confiance. Se faire confiance. Et je pense que pour un collectionneur, il n'y a pas de moment plus fort que le moment où vous travaillez avec un designer ou avec un artisan. Quand vous avez fait référence on a parlé de travailler à 4 mains, puis à 6 mains avec le collectionneur. Et je crois que
pour le collectionneur de travailler sur un projet, d'interagir, d'avoir ses propres idées, de comprendre, ce qui a été le travail qui est fait, de comprendre la technologie, la technique, que ce soit dans les arts décoratifs, que ce soit dans la peinture. Enfin, moi, j'essaye de collectionner uniquement des gens que je connais, que je connais, que j'ai pratiqué, parce que la relation à l'œuvre est complètement différente. À ce moment-là, c'est un peu de vous qui est dans cette œuvre. Avec Emma, peut-être aussi, il y a quelque chose qui est un peu différent aussi dans le design, c'est qu'on travaille pour les clients les œuvres sont pas faites forcément avant que le client arrive. Il y a un travail, il y a une influence du client dans le travail. En fait, c'est une collaboration, moi je trouve, avec les... J'enlève ça parce que c'est une collaboration avec le collectionneur, avec le client. Ce sont des échanges, c'est essayer de les comprendre. Après, moi, encore une fois, mes œuvres sont faites avant, mais je peux aller très bien chez des confrères, prendre je l'ai déjà fait d'ailleurs chez vous. Oui, j'ai fait le test, je suis au courant. Voilà, donc il n'y a pas de... Il faut que évidemment, c'est la personne c'est pas moi qui vis dans l'appartement. Après, si c'est un appartement, il faut se mettre à leur place aussi, ne pas imposer non plus, même si des fois, il ne faut pas non plus, trop les écouter. Je trouve, non, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais parce que des fois, ils pensent savoir, ils vous mènent. Quand je disais, ils sont tous architectes ou designers. Voilà, des fois, c'est dur. Des fois, c'est dur parce qu'on a une expérience, et ils ne l'ont pas spécialement, certains clients. Ils veulent absolument mettre des pièces, et c'est compliqué parce qu'on sait que ça ne va pas le faire. Et comment arriver à voilà. Puis, en fait, c'est assez complexe. Mais, bon, on a tous de la presse, on a des communicants pour nous, mais ce n'est pas nécessairement ces clients qui vont nous voir dans la presse avec qui on aura envie de travailler. Les gens avec qui on a envie de travailler, on les voit arriver dès qu'ils franchissent la porte de votre bureau. Il y a un petit électrochoc, il y a un petit cil qui bouge et qui se dit tiens, je suis bien ici parce que c'est moderne, classique. On ne se prend pas au sérieux, ne sont pas des divas, on va trouver, j'en ai vu des gens, mais ceux que j'ai vus entrer et qui étaient, avec qui ça ne passait pas, ça n'est jamais passé, c'est ce petit moment-là qui passe. Et c'est vrai que ce moment-là, il est important, et après, oui, comme je disais, ils sont tous... Alors, on a de la communication, on nous envoie des gens, mais le mieux, c'est quand vous avez un très très bon client qui vous envoie son ami, parce que son ami dit, tu connais pas un designer sympa ou un architecte qui n'est pas trop ennuyeux, avec qui on pourrait bien s'entendre, parce que j'en ai fait tellement que j'en peux plus. Alors quand on dit, va voir Bruno, parce que c'est formidable, il va bien s'entendre avec ta femme, et puis ça va aller. Et madame est décoratrice. Donc là... mais là, j'ai fait le projet avec le monsieur. Il veut ses meubles, il veut tel type de meubles. Et si on parle d'archi, il veut sa baignoire à tel endroit. Je fais 3 rendez-vous et il me dit Bruno, ça y est, moi je suis au point, c'est formidable, je suis ravi. Je suis vraiment ravi. Maintenant, je vais prendre rendez-vous avec ma femme et vous allez faire le reste de la maison. Et là, les ordres, c'est elle aime le bleu, mais moi je n'aime que le rouge, donc pas de bleu dans la maison. Et après, c'est un combat. Mais Bruno, pourquoi vous ne mettez pas de bleu? J'adore le bleu. Non, parce que vous savez, c'est tellement mieux avec le rouge, c'est plus moderne. Alors vous noyez, mais on a ça tous les jours. Tous les jours. L'idée du meuble spécifique de collectionneur, alors, je viens de la part de monsieur, ok, mais je ne veux pas du tout ce que vous avez fait pour lui. Je veux quelque chose de spécifique. Et là, évidemment, on cherche quelque chose parce qu'on a l'ordre, on a la commande. Donc on fait des dessins, des choses, et on montre le dessin, et là, grand vide quand même. Ah oui, et on peut le voir quelque part. Donc, tu vois, ils veulent le voir, ils veulent quelque chose d'unique, mais en même temps, il faut se rassurer, il faut aller le toucher, il faut le voir quelque part. Donc ça, c'est... Il faut des gens qui aient confiance, en fait, et qui lâchent. Mais ils aiment bien savoir. Oui, donc sur le travail d'équipe à 6 mains, comme Lionel commençait à le dire, c'est vrai que le rôle du designer aussi, c'est pas de faire ce que le client veut,
mais de faire ce que le client ne savait pas qu'il voulait, mais qui finalement va lui plaire. Alors, effectivement, il y a le client, il y a le goût du client, mais il y a aussi des goûts nationaux ou des coutumes, aussi des matériaux. Est-ce que on dessine de la même façon quand on travaille pour un client français ou pour un client japonais ou pour un client américain? Faut pas se travestir. Non, exactement. Et ça dépend aussi où se trouve le lieu que l'on va faire. Si effectivement on est dans un appartement haussmannien, moi je pense qu'il faut garder la structure et pas enlever. Enfin, moi j'adore par exemple garder les moulures, voilà. Si on est dans un appartement complètement new-yorkais, notre travail va être différent, mais c'est toujours notre travail. Et puis les savoir-faire vernaculaires aussi, à chaque fois trouver potentiellement des exceptions, des artisans locaux qui ont un travail spécifique particulier, il faut les mettre en avant et que ce ne soit pas les mêmes endroits partout dans le monde. Donc oui, quand même. Bruno, de ton côté comme tu voyages beaucoup aussi, est-ce que les clients ont des lieux déjà très bien. Ça m'arrive, je fais beaucoup d'hôtels aussi, et je fais des hôtels mythiques en fait. En fait, la difficulté de l'hôtel mythique, c'est que généralement on veut tout changer, mais on ne peut rien changer. Donc c'est un peu devenu la phrase de l'agence, on change tout, mais on ne change rien. Et en fait, c'est en changeant rien que tu changes tout, parce que la lumière n'est pas bonne, elle a 60 ans, les murs ne sont pas... Donc ce qu'il faut, c'est une alchimie pour analyser ce qui doit être modifié et conservé. Les plus grandes hauteurs sous plafond, évidemment, là on a tout gardé, il n'y a pas de clim, donc dans les appartements c'est un peu la même chose. Mais non, vraiment quand on réussit un projet, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est de garder l'âme du lieu. Souvent tu gardes l'âme du lieu, les moulures, si elles ne sont pas assez grosses, je ne sais pas, c'est de l'alchimie. La scénographie m'a beaucoup servi, parce qu'une scénographie, quand on fait ça... J'en ai fait au musée Rodin, j'en ai fait partout. Et au fond, la scénographie, c'est quelle est la première image quand tu rentres dans l'exposition, comment tu déambules, quand tu retournes en arrière, comment tu vois. Donc en fait, tu fais 500 km dans une exposition comme ça, et ça t'apprend à comprendre le volume, et ça t'apprend à travailler dans une maison après. Et on a refait le Plaza Athénée il y a une dizaine d'années. C'est un mythe, on ne sait pas quoi faire. Alors j'ai enlevé le côté gold, laiton, on a fait du platine, on a remis des pampilles dans les lustres, parce qu'évidemment c'est le palace qui a le plus de pampilles et de lustres. Donc tu ne vas pas enlever tous les lustres, il faut garder ça. De là, tu dis, on va faire des tapis avec les éclats des pampilles, parce que comme c'est ça. Et tu construis une histoire avec ça, mais tu essaies de garder le volume au maximum, quoi. En général, c'est ça. Oui, nous, ce sera enlevé pour révéler. Donc c'est vrai, révéler un lieu, révéler la justesse, attirer l'œil sur des détails architecturaux en enlevant. Donc nous, on va plutôt enlever. Alors je pense même qu'il doit y avoir un style français. Quand je regarde par exemple d'autres pays, peut-être une façon de le décrire, il y a un style japonais. Il y a des utilisations de matériaux, une longue expertise dans les lacs, très présente. Il y a quelque chose. Je ne pense pas qu'il y ait de style américain. J'espère que je ne choque aucun Américain ici. Enfin, si, il y a le nouveau style américain, il y a le style Trump. La feuille d'or. Il a copié, la rénovation de Versailles, vous voulez dire. Oui, d'accord. Oui. Voilà, il a copié la rénovation de Versailles. Mais donc il doit y avoir un style français. Alors peut-être que c'est plus facile de le voir de l'extérieur en fait. Merci, je pense qu'on va pouvoir terminer sur cette envie du style français et ce vœu pour le futur. Merci beaucoup à vous, je crois qu'il n'y a plus de questions. Merci donc beaucoup. On va arrêter.